Bonjour, je suis Lucie Bonhomme, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie dans le service de psychiatrie adulte du professeur Lançon à la PHM à Marseille. Qu'est-ce que l'éco-anxiété et est-ce un trouble mental? Donc l'éco-anxiété n'est pas un trouble à proprement parler, c'est une anxiété ayant pour objet la crise climatique. Donc les manifestations de l'éco-anxiété sont celles de l'anxiété. C'est simplement l'objet qui est différent. L'anxiété fait partie de l'émotion de la peur. La peur est une émotion adaptative de l'organisme face à un danger imminent. La peur, c'est l'hyperactivation de l'organisme pour pouvoir être prêt à agir, donc combattre ou fuir, et parfois se figer quand faire le mort. Ça, c'est plutôt l'hypoactivation. Donc l'anxiété, c'est plus dans le domaine de l'hyperactivation, donc accélération cardiaque, tension musculaire, etc. Dans ce spectre-là, il y a différents mots selon l'intensité. On passe de l'inquiétude à l'anxiété, à l'angoisse, au trouble panique. Et le seuil pathologique, en fait, dans l'anxiété, va se définir en fonction de l'intensité, de la souffrance de la personne, de l'aspect, on va dire, invalidant de ces symptômes, c'est-à-dire à quel point ça a de l'impact dans son fonctionnement au quotidien. Et puis, dernier critère, et c'est là où ça nous intéresse, c'est aussi lié à l'objet. Et dans un trouble de l'anxiété généralisée, qu'on appelle TAG, donc un trouble anxieux, il est défini aussi quand l'anxiété est généralisée sur tous les plans et que l'objet de l'anxiété est irrationnel ou disproportionné. Là, dans le cadre de l'éco-anxiété, il ne s'agit pas vraiment de ça, donc c'est une anxiété, mais l'objet est assez précis et surtout, l'objet de l'anxiété n'est pas irrationnel, n'est pas disproportionné. C'est là où ça fait toute la différence. Donc on dit du coup que cette éco-anxiété est une réaction en fait normale à une situation anormale, ou on dit aussi les éco-anxieux sont des personnes lucides dans un monde qui ne l'est pas. Voilà, donc la réalité du stress physiologique douloureux perçu est vraiment réel, hein, un stress des organismes, mais qui n'est pas pathologique quand il est pas poussé trop loin. Quelles sont les autres émotions liées à la crise climatique? Alors, l'éco-anxiété est souvent mise en avant par les médias, mais il y a tout un panel d'autres émotions qui peuvent être déclenchées par cette crise, qui correspondent en fait aux émotions primaires. Donc, on a les 4 émotions primaires sont la peur, la colère, le dégoût et la tristesse, puis la 5e est la joie. Donc, dans la peur, donc on a l'anxiété dont on vient de parler. Il y a effectivement la colère. Certaines personnes, par symétrie avec l'éco-anxiété, parlent d'éco-colère. La colère est évidemment une émotion très importante, surtout quand les personnes se rendent compte en fait de l'inaction des dirigeants et de tout ce qui pourrait être fait qui n'est pas fait. Il y a le dégoût. Alors dans le dégoût, c'est plutôt la culpabilité qui est une forme de dégoût de soi pour les personnes qui estiment n'en faire pas assez ou ne pas en avoir fait assez par le passé ou par rapport aux générations futures. Et puis il y a aussi la tristesse. Alors la tristesse, c'est plus lié, on va dire, à la perte d'un environnement où s'imaginer le perdre, et on y associe les notions de deuil. Le deuil est tout un processus en fait d'acceptation de la tristesse par rapport à la perte d'un objet qui toutes ces émotions donc sont des émotions normales. Après, dans le cas de la tristesse, comme le deuil, quand c'est poussé trop loin, ça se transforme en dépression, avec notamment un facteur aussi très important dans la dépression, qui est le sentiment d'impuissance et qui est très présent aussi par rapport à la crise climatique. Et pour terminer, il y a aussi des émotions combinées, donc celle dont on parle beaucoup, et la solastalgie. Donc j'en donne quelques explications parce que c'est un mot qui sort souvent. C'est pas du tout une émotion ou un trouble médical, c'est simplement un concept philosophique qui a été formé il y a en 2006 par un philosophe
Et c'est plutôt pour faire état en fait d'une douleur morale liée à la perte d'un environnement familier, par symétrie avec la notion de nostalgie. Donc là, c'est en fait c'est lié au sentiment un peu de mal du pays et d'exil quand on perd un environnement qui nous faisait du bien. Sauf que là, c'est pas nous qui partons du pays, c'est le pays qui nous quitte. Donc certains auteurs ont parlé d'exil sans départ pour nommer un peu ce sentiment qui est à la croisée entre la tristesse, la culpabilité, la colère, quelque chose un petit peu de tout ça. Voilà pour les mots qui tournent autour de cette crise climatique liée aux émotions. Comment on accompagne une personne éco-anxieuse? Alors sur l'éco-anxiété, généralement c'est quand même plus bénéfique d'être un peu sensibilisé à la question, parce qu'on va avoir effectivement ce critère de l'objet de l'anxiété qui n'est pas irrationnel. Généralement, dans une thérapie sur l'anxiété, on va faire de la restructuration cognitive en TCC, en thérapie comportementale et cognitive, où on va travailler avec la personne sur l'objet de son anxiété et sur le fait de relativiser en fait la perception qu'elle a du danger. Ici, c'est pas du tout le cas en fait. Au contraire, toutes les peurs sont fondées. Et si un thérapeute se met dans la perspective de faire de la restructuration cognitive, ça va être contre-productif même, puisque la personne ne va pas se sentir comprise. Donc les outils vont plus se diriger moins sur rationaliser les pensées que faire avec. Donc dans faire avec, finalement, il y a deux grands axes. D'abord, il y a l'axe tout simplement de soulager, mais ça c'est une solution, on va dire, de court terme. On va apprendre des outils de relaxation, de mise à distance ponctuelle pour retrouver un petit peu une forme de calme intérieur, en tout cas faire baisser un petit peu les manifestations physiologiques, le temps de reprendre son souffle en quelque sorte. Sauf que si on reste trop dans ces outils-là, on va maintenir la personne dans des stratégies d'évitement, et le problème n'est pas résolu pour la personne, c'est-à-dire que ça va lui revenir en fait sur devant à chaque fois qu'elle se reconfrontera à des informations ou autres. Donc le second axe est vraiment un travail sur l'action, et dans cet axe-là, les thérapies ACT sont très indiquées. Dans les thérapies ACT sont des thérapies d'acceptation et d'engagement. Donc Acceptance and Commitment Therapy, il y a plusieurs vidéos qui sont faites sur le sujet sur la chaîne. On a tendance à résumer ces thérapies par thérapie d'acceptation, ce qui donne une fausse idée, parce que au contraire, ce sont des thérapies qui tournent vers l'action. L'idée dans le mot acceptation, c'est pas d'accepter la situation, mais c'est plutôt d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, donc ces émotions négatives, pour choisir de rentrer dans l'action en allant dans le sens de ses valeurs. C'est ce qu'on appelle l'engagement. Donc acceptation, c'est plutôt le versant émotion difficile, et engagement, c'est action vers ses valeurs. Donc ces thérapies sont très indiquées. On chemine avec la personne pour qu'elle puisse cohabiter avec son éco-anxiété et du coup s'engager. Alors dans l'engagement, il y a deux formes, soit l'engagement individuel, les fameux éco-gestes. Souvent les personnes commencent par ça, et puis ce qu'on observe, c'est qu'au bout d'un moment, en prenant conscience du côté systémique du problème, les personnes changent d'échelle et vont vers un engagement plus collectif ou militant ou politique. Et les deux peuvent cohabiter de toute façon. Alors, ce qu'on observe dans ce genre de thérapie, c'est que finalement les personnes sont pas tellement moins éco-anxieuses. Par contre, donc l'éco-anxiété reste à peu près la même. Par contre, il y a moins de culpabilité. Et puis, il y a une compensation avec des émotions plus positives, comme l'estime de soi qui remonte, le plaisir de faire des choses avec les autres, d'être dans l'action, de bouger, de voir d'autres choses, de sortir de l'évitement en fait. Donc ça, c'est un des leviers thérapeutiques majeurs. Sauf que le problème de la crise climatique est un problème très complexe,
beaucoup plus complexe que d'autres sujets d'anxiété, comme peuvent l'être le travail, la famille ou les relations interpersonnelles, et avec cette spécificité qu'il est lié à une variable temporelle qui est l'urgence, donc qui va en permanence maximiser les phénomènes anxieux. Et ces deux caractéristiques font que finalement, l'action dans ce champ-là peut vite mener à une posture en fait de lutte en permanence qui peut amener à un certain épuisement. Alors, les stratégies d'évitement et de lutte sont deux stratégies adaptatives que tout individu possède. Le but est de ne pas être trop dans l'une et trop dans l'autre. Et donc après, une fois qu'on a fait ce chemin d'entrée dans l'action, le défi va être de maintenir son action dans la durée sans s'épuiser. Et donc de trouver ce fameux équilibre entre lutte et évitement. Donc pour trouver cet équilibre, on a plusieurs leviers. On peut appuyer sur la valeur prendre soin de soi, toujours à travers cette thérapie ACT, qui peut s'équilibrer avec la valeur sauver le monde, améliorer les choses au niveau de la société, etc. Prendre soin de soi, finalement, devient aussi important que prendre soin de la planète. En tout cas, doit s'équilibrer pour que l'action puisse être dans la durée. C'est vraiment une des clés pour essayer de s'éloigner au maximum de cette notion d'épuisement qui est liée au phénomène de burn-out. Donc, le burn-out est un concept issu du monde professionnel, mais on peut l'observer aussi dans d'autres sphères. Ici, on parle soit du burn-out individuel, quand la personne s'épuise à faire ses gestes éco-responsables, et certains appellent ça le burn-out du colibri, en référence aux propositions sur la fable du colibri où chacun fait sa part, ou du burn-out plus dans l'action collective, qui est appelé tout simplement burn-out du militant. Et donc c'est vraiment cette notion de l'action durable. Alors, il y a cette idée effectivement de prendre soin de soi, et pour arriver à trouver cet équilibre entre l'action et prendre soin de soi, on va s'appuyer sur la notion de flexibilité mentale qui est au cœur de la thérapie ACT. La flexibilité mentale, c'est une forme de souplesse par rapport au comportement et aux émotions pour sortir d'une forme de rigidité et d'être coincé toujours dans le même fonctionnement. La flexibilité mentale, c'est vraiment par rapport au comportement et aux émotions. C'est-à-dire que vous pouvez être souple et flexible tout en ayant un combat radical. Ça n'empêche rien. Mais c'est plutôt la façon de faire. Donc la flexibilité, elle a lieu avec soi-même par rapport à l'estime de soi. Donc l'idée, ça va être de se détacher en fait des résultats pour se concentrer en fait sur les pas qu'on a fait vers l'action sans tenir compte en fait des résultats de son action et sortir de ce qu'on appelle une estime de soi conditionnée aux performances, c'est-à-dire liée à nos performances. Apprendre à une flexibilité par rapport aux autres, qui est très importante, notamment quand on s'engage dans le collectif, parce qu'une des grandes difficultés du collectif, c'est les relations interpersonnelles qui peuvent être conflictuelles, notamment dans des endroits où beaucoup de gens sont stressés ou en colère ou anxieux, etc. Ça met en jeu beaucoup d'affects. Et dans ces cas-là, les dimensions de tous les outils de relation sont très importantes. Donc, les outils d'affirmation de soi. On a aussi, dans le service, il y a beaucoup de groupes qui peuvent apprendre ce genre de techniques, qui sont très proches aussi des techniques de communication non violente. Donc, tout ce qui est dans la flexibilité par rapport aux autres. Et finalement aussi la flexibilité par rapport à soi et aux notions de perfectionnisme, de sacrifice personnel, de cohérence totale. Voilà. Comment travailler ce qu'on peut appeler aussi dans la thérapie ACT l'attachement intransigeant à ses valeurs. C'est-à-dire que aller dans le sens de ses valeurs comme d'une boussole, c'est important. Après, tous les actes ne doivent pas être systématiquement dans ce sens-là, sinon il y a un épuisement très rapide. Voilà, la notion de flexibilité mentale, c'est une notion centrale dans l'idée de santé mentale en général.
Une personne qui va bien, c'est pas une personne qui ressent rien, c'est pas une personne qui n'est jamais dans l'évitement, jamais dans la lutte. C'est une personne qui arrive à choisir ou en tout cas traverser les choses et continuer d'avancer. Et la dernière finalement point sur lequel on peut appuyer, c'est les ressources, c'est-à-dire à arriver à guider la personne pour aller vers tout ce qui peut l'alimenter et la rendre la plus vivante possible. Donc dans les ressources, on peut aller chercher sur plein de choses différentes, donc des choses très classiques comme bon, la relaxation, on en a déjà parlé, le sport, etc. Mais aussi des choses un peu plus spécifiques, par exemple le lien à la nature, beaucoup d'études sont en cours pour développer ça, notamment sur cette question précise. Le lien aux autres, on en a déjà parlé, le lien aux autres est quelque chose aussi de très très important. Et puis après, il y a d'autres ressources qui sont celles sur le corps ou sur les idées, la recherche du sens, par exemple solliciter de la philo ou des réflexions sur le sens de la vie, l'angoisse existentielle, l'angoisse de la mort, etc. Tout ça peuvent être des outils aussi pour arriver à cheminer vers quelque chose un sentiment d'être vivant et de vivre une vie riche, malgré la peur, malgré l'anxiété, malgré la situation. Et au final, en fait, on observe qu'il y a dans cette action finalement deux types d'éco-anxieux. Il va y avoir les éco-anxieux qui ont de l'espoir, qui vont agir avec l'envie que ça change et l'espoir que ça change, et les éco-anxieux qui n'ont plus d'espoir, et parfois c'est les mêmes qui peuvent basculer de l'un à l'autre, qui vont agir finalement moins dans l'idée qu'ils vont réaliser en fait moins dans l'idée qu'ils vont résoudre un problème, mais plus dans l'idée que l'action leur donne une dignité, une raison de rester vivant, et donc l'idée est d'agir pour rester digne et d'agir dans le sens de ses valeurs. Dans les deux cas, c'est quand même l'action qui est au centre, avec la prise en soin de soi, le lien et le lien aux autres et à ce qui rend vivant. Certains reprochent à la psychiatrie de psychologiser la question de l'éco-anxiété et la dépolitiser. Qu'en pensez-vous? Alors là, je vais répondre à titre personnel, puisque chaque thérapeute peut se positionner individuellement. On a souvent l'image en fait de la thérapie comme quelque chose qui va soulager la souffrance des personnes et s'arrêter là. Effectivement, une émotion, c'est un signal d'alarme. Le mot émotion, ça vient du mot émovere, qui pousse au mouvement. Et quand on ressent une émotion de colère ou d'anxiété, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est plutôt bon signe. Et souvent, une émotion ressentie doit pouvoir guider à aller vers un changement du contexte. Si on enlève l'émotion, on peut avoir peur que la personne n'ait plus envie de bouger. Alors, en tant que thérapeute, il y a d'abord effectivement cette envie de soulager la souffrance, mais il y a aussi cette envie, en tout cas personnellement, de sortir les gens d'une forme de paralysie pour qu'ils puissent retrouver en fait un degré de liberté et d'autonomie pour ensuite, s'ils le veulent, devenir des citoyens engagés. Alors, en tant que thérapeute, on ne peut pas orienter la personne politiquement parce qu'on a un devoir quand même de neutralité, mais généralement, si la personne vient parce qu'elle souffre d'une situation et qu'elle est conduite dans une thérapie qui va aller plus loin que le simple soulagement, elle va aller généralement dans une action dans l'idée ensuite d'aller faire des changements dans le contexte dans lequel elle évolue. Donc personnellement, je trouve que cette question elle est fondamentale parce que pour moi, l'action de soulager d'une souffrance ne doit pas empêcher effectivement de réfléchir à ce qui a pu causer cette souffrance et de pouvoir rendre aux individus leur capacité d'agir sur la cause. Effectivement,
moi, ma place se situe à cet endroit où la personne, si elle n'est pas aidée, n'est plus en capacité d'agir.